histoire, car 500 ans, hein, c'est pas rien quand même, comme on dit ici. En effet, en 1517, le Havre a été fondé par François Ier et à fondation royale, célébration grandiose, car du 27 mai au 5 novembre, la ville du Havre et son port... On a dit grandiose. 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 La ville et le Havre se métamorphosent et invitent tous les Havrais et les curieux à venir découvrir ou redécouvrir l'essence même du Havre. Et ça débute en grande pompe avec, vous savez quoi, une immense parade avec des costumes graphiques démesurés conçus par de jolies petites mains havraises, bien sûr. Elles défilent presque comme de vrais mannequins. Démarche assurée, port altier, sourire minimaliste. Une expérience à part entière. C'est un peu stressant, mais j'aime bien, c'est marrant. Sachant que c'est nous qui avons fait les tenues, je suis fière. Depuis plusieurs semaines, les élèves du lycée Jules Le Seine, section mode, sont les petites mains des 500 ans du Havre. Plus de 200 costumes à créer, 10 modèles différents. Tous imaginés par la plasticienne roubaisienne Fanny Bouyagui. Sa source d'inspiration, le patrimoine de la ville. Je suis venue au Havre, je me suis promenée, j'ai dit bon c'est l'architecture, première chose qui vient, la mer ou l'architecture. Bon, j'allais pas faire un défilé sur la mer, donc j'ai dit je fais l'architecture, donc je me suis baladée, j'ai pris plein de photos et je suis partie sur une robe volcan, une robe, des robes église Saint-Joseph, les balcons. Côté coiffure, c'est Philippe Gonnet qui est à la manœuvre. Habitué aux paillettes des Fashion Week, le coiffeur professionnel a délaissé les podiums haute couture pour encadrer les lycéens. Leur mission, réaliser des perruques visibles de loin. Marie-Antoinette n'a qu'à bien se tenir. Il fallait aussi surtout que ce soit pratique à mettre, qu'on mette ça très facilement, parce que les gens ne peuvent pas venir se faire coiffer à 9 h le matin pour défiler à 18 h. Donc elles vont passer, c'est le principe d'un chapeau, on va être à deux pour l'appliquer. Hop. Voilà. Satisfait? Ouais, moi, super. C'est elle. Et vous, madame? Les lycéens ont encore un mois pour apporter les dernières retouches. Après, les essayages et les répétitions débuteront. C'est donc le 27 mai prochain que débuteront les festivités donc de cet été au Havre. Il y a plus de 50 artistes qui participent du coup à cette grande opération et notamment le graphiste Karel Martins qui a apporté sa petite touche jusque sur le front de mer avec la décoration de cabanes de plage. Il y en a tout de même 713 à découvrir et avec lui on passe de 1517 à 2017 d'un coup de pinceau ou presque. Vous avez vu, il a travaillé avec des chercheurs de l'université du Havre pour mettre au point une logique à cette succession de couleurs car chaque cabane est unique et c'est le décret de François Ier. Mélinda, et des cabines et pas des cabanes. Des cabines, cabanes de plage, les cabines de plage. Et c'est le décret de François Ier du coup qui l'a inspiré pour faire justement les graphiques de ces cabanes, car chaque cabine et des est cabines, les cabines et les cabanes. Oh, aussi on dit les cabanes. Ah voilà, j'entends derrière aussi les cabanes de plage. Et justement des festivités, il y en a plein. Jean-Seb. Absolument. 500 ans, ça se fête. Et c'est vrai que c'est très rare d'avoir la création précise d'une ville comme ça de 500 ans qui s'est faite à une date précise. Il n'y a jamais eu de communauté urbaine ici avant 1517 et dans cette ville du Havre à partir du 27 mai effectivement jusqu'au 8 octobre. Il va y avoir cette parade incroyable, 2500 personnes qui vont se balader dans la ville. Plus tard, les géants de Royal Deluxe du 6 au 9 juillet vont œuvrer et vont se balader, vont investir toute la ville avec 110 bénévoles. Il y a une soixantaine d'artistes invités, dont Pierre et Gilles, un des deux du couple de photographes célèbres, est né ici au Havre. Ils seront exposés quand le vent soufflera. C'est une autre exposition qui va avoir lieu, qui va raconter que les marins partaient d'ici, se jetaient dans la mer alors qu'ils ne connaissaient pas le secret de la longitude. C'était un peu le cap canavéral de la découverte du monde quand on était au Havre. Et puis le 18 septembre, une date qui me tient à cœur, Queen Mary II va partir depuis le Havre pour traverser l'Atlantique, rejoindre New York et passer devant la Statue de la Liberté comme l'ont fait des centaines de milliers d'émigrants au 19e et au début du 20e siècle.
Ça te cause, hein, le Queen Mary 2. Il adore les paquebots, notre Jean-Sébastien Petit-Demange. Tout à l'heure, tu parlais, Jean-Seb, des géants de Royal de Luxe. Alors, il y a eu un géant ici, Gonzague Saint-Brice. Et ce géant, c'est d'ailleurs le créateur de cette ville du Havre. Absolument, c'est François Ier. Tout le monde connaît François Ier, le roi charismatique de la Renaissance. Roi à 20 ans, l'ami des artistes, des écrivains, le mécène de Léonard de Vinci. À 20 ans, la bataille de Marignan, 1515. Et quand je dis un géant, il mesurait 1 combien cet homme? 98. Non mais c'est insensé. Presque 2 mètres à une époque où tout le monde mesurait entre 1,60 et 1,65 quoi. Oui, François Ier, le fondateur du Havre de Grâce. Et alors, comment est-ce qu'il a pensé à faire et cette nouvelle ville et ce grand port? C'est parce que le port de Harfleur était complètement envasé, cassé par la guerre de 100 ans. Donc il a eu ce projet fabuleux. Et là, il a fait venir un urbaniste de la Renaissance sur la rive droite de l'estuaire de la Seine pour faire ce grand port. Et il a eu des idées tout à fait nouvelles. Par exemple, les gens qui voulaient bien bâtir sur ce terrain étaient exempts d'impôts. Mais alors là, ils ont bâti sur ces marécages. Il a fallu faire venir les Hollandais qui savent assécher les rois des marécages. polders. Et les polders, absolument. Et en plus de ça, la violence de ce chantier, parce que les sols incertains et la fréquence des tempêtes. Mais finalement, il est là, le Havre, il est là, le Havre de Grâce. Et si on a quelques instants tout à l'heure, je vous dirai en quoi François Ier est pionnier, parce que son idée, c'était bien sûr de créer ce port pour commercer avec le Nouveau Monde, et il pensait à l'Amérique. Et tout à l'heure, le scoop historique sur le fait que la ville de New York, au début, c'était une ville française de François Ier, la Nouvelle Angoulême. Mais oui. Alors, quand même, quelle fierté. Alors, il n'y a pas que, je dirais que la ville française, il y a aussi un sport qui est très français que pratiquait François Ier à l'époque. C'est ce que tu expliques dans ton livre Déshabillons l'histoire. Je dirais un sport d'alcôve. Hein. Il était assez connu pour ça, François Ier, Éric Logérien. Oui. Alors, je dois dire que le hasard fait merveilleusement bien les choses, puisque je suis né à Cognac, comme le roi François Ier. Ah oui, bien sûr. Légèrement après, quelques années après. Mais la réputation de François Ier est de ce côté-là. N'est plus à faire. C'était un roi vigoureux qui aimait les femmes et qui leur faisait savoir. Absolument. Et alors, la période de la Renaissance, d'ailleurs, est une période de liberté sexuelle extraordinaire. Et le roi veut que la cour de France, il y ait la parité. Il n'y a pas assez de femmes à la cour de France. Et il veut que les femmes soient à la cour de France comme des fleurs dans un bouquet. Mais en fait, cette liberté, ce que j'ai voulu faire dans ce livre Déshabillons l'histoire de France, c'est regarder les époques sur lesquelles on se fait des idées. Par exemple, on croit que le Moyen-Âge est corseté. Et austère. Or, au Moyen-Âge, il y a un truc fabuleux. Il y a une loi, il y a une règle que si un homme condamné à mort, qui est dans la prison du Châtelet à Paris, quand il va vers l'endroit où il doit être exécuté, si une femme le regarde avec passion et qu'elle dit « je veux l'épouser, je l'aime », eh bien c'est la loi, il est gracié. Mais non. Si, il est Donc gracié. la grâce vient des femmes au Moyen-Âge. Toujours. Et alors il se passe une autre histoire assez marrante, c'est qu'il y a un homme qui va être exécuté, il est déjà sur le gibet, il attend qu'on lui passe la corde au cou. Tout d'un coup, une femme s'approche, le regarde, dit « je veux bien vous épouser ». Le mec la regarde, c'est pas toi, hein. Et il la regarde, il voit qu'elle est laide et boiteuse, il se retourne vers le bourreau. Bourreau, fais ton office. Quel panache! C'est moche pour les moches. C'est moche pour la fille. C'est moche pour les moches. Oui. Et si c'est le bourreau qui tombe amoureux? Ah là, t'es mal barré. T'es mal barré. Là, il y a un conflit Non, d'intérêts. parce qu'il y avait quand même, à la Renaissance, une tolérance formidable pour l'homosexualité. C'est très intéressant. La Renaissance, liberté totale. Après, en effet, par exemple, l'homosexualité de Michel-Ange, l'homosexualité de Shakespeare, d'Henri II, l'homosexualité de Marlowe. Et en fait, c'est la religion catholique qui met fin à ça, car pour la religion catholique, il faut
ne faire l'amour que pour procréer. Oui, ça n'a pas beaucoup changé, bien entendu, depuis l'époque. Mes amis,